Vous avez écrit, pour ceux qui ne vous connaissent pas, La République contre la France. Ça, c'est votre premier livre où Mhm, vous dites tout le c'est ça. bien que vous pensez de la République. Mais tiens, c'est drôle parce que vous êtes quand même jeune et faites-vous partie justement de cette nouvelle génération dont les valeurs de la République, on va dire, allez, de façon triviale, gonflent. Oui, on peut dire ça comme ça. Disons que je suis un gamin de mon époque. Je suis né à la fin des années 80. J'ai grandi dans le consensus et la vulgate républicaine, comme tous les gamins des années 90. Ma première, je crois que c'était peut-être pas ma première, mais en tout cas une de mes premières manifestations, c'était contre Jean-Marie Le Pen 2002. Mais j'avais 12 ans. Qu'est-ce qu'on comprend de la vie à 11-12 ans? Pas grand-chose. Et puis bon, bah, oui, bah c'est d'un commun accord avec le monde qui vous entoure. Bon, bah, vous vous dites oui, bon, bah, très bien, la République, très bien, c'est magnifique. L'histoire de France, ça commence quand? En 1789? Ah, d'accord. Et avant? Bon, c'est pas intéressant, il n'y a pas grand-chose, c'est la tyrannie. Ah, d'accord. Bon, bah, très bien. C'est ce qu'on apprend à l'école, hein. C'est, grosso C'est modo, c'est vrai. ce qu'on apprend à l'école. Bon, à partir de là, je ne me suis pas vraiment posé de questions. Ben, comme tout le monde, on grandit. J'étais certainement un petit peu turbulent dès l'âge de mes ouais, 15, 16, 17 ans, à remettre pas mal de choses en cause. Et puis, plus bah, le temps passant, je prenais de la bouteille, plus je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des formules. Une formule qui m'a toujours marqué, c'est les valeurs de la République, les fameuses valeurs. Et puis finalement, quand on se interroge, on se dit, mais attendez, les valeurs de la République, c'est quoi? Parce que bon, comme c'est une formule, on peut y mettre absolument tout ce qu'on veut. Et puis, en m'intéressant, en lisant, puisque, ben, comme je l'ai dit, c'est le côté pratique de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde a baigné dans ce bain-là, pourquoi le remettre en question? Parce que c'est ce que tout le monde sait. Donc, voilà, c'est le principe du consensus. Hein. On ne remet pas en question le consensus facilement parce que tout le monde est d'accord là-dessus. Et en creusant, en m'intéressant à des auteurs, des Demestre, des Bonald et autres, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui me fait tiquer, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, je pense qu'il y avait aussi de ma part un retour à la foi, hein, tout simplement, parce que j'ai eu une foi, on va dire, assez particulière, un rapport particulier avec la foi, certes, comme je pense d'ailleurs tout catholique, Mhm. je pense qu'ils comprendront ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, le temps passant, observant le monde, à l'occasion de voyage, à l'occasion de lecture, et puis aussi parce que j'ai grandi dans un univers assez turbulent, notamment les premières années de ma vie, HLM, etc., famille monoparentale. Donc je sentais depuis toujours qu'il y avait quelque chose qui déconnait, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on peut se bercer d'illusions avec des formules toutes faites comme je l'ai dit, les valeurs de la République et autres. Il y a un moment, on sent que non, mais non, il y a un truc déconnant, il y a quelque chose, il y a une intuition, vous savez. Et, et puis, à l'occasion d'un mémoire que je devais rendre, je me suis intéressé à tous ces auteurs et là, il y a plusieurs choses qui se sont passées, puisque bah, déjà la lecture des auteurs, notamment j'espère qu'on en reparlera, c'est Juan Donoso Cortés, donc auteur espagnol, contre-révolutionnaire qui vient un petit peu après les grands classiques de Mestre, Bonald, etc. Lui, c'était vraiment un choc. Ouais, j'ai plusieurs chocs, plusieurs lectures bouleversantes dans ma vie, et lui, il en a fait partie. Donc il y a eu ça, il y a eu donc ce mémoire que j'ai rendu, et puis il y a eu la réaction aussi des gens, des professeurs à l'époque à qui j'ai rendu ce mémoire, et également le doyen de la faculté à l'époque. Bon, je ne citerai pas bien sûr, mais les réactions ont été m'ont assez marqué. Et ben voilà, j'ai pas une très bonne note, non pas parce que la qualité n'était pas au rendez-vous, j'ai pas une très bonne note tout simplement parce que le sujet apparemment n'était pas terrible. Il avait été pourtant validé, hein. Donc il n'y avait pas de surprise. Voilà. Mais c'est surtout, je pense, le doyen qui, m'ayant reçu dans son bureau et ayant limite jeté une des copies du mémoire à la tête, m'a dit qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Vous vous rendez compte, vous n'avez pas honte, jamais les professeurs auraient dû valider ce sujet. Bref, donc tout ça c'est une anecdote, mais voilà comment c'est venu Non, c'est quand petit à même, ça petit. signifie quelque Et puis, chose. Que le oui, doyen oui, vous envoie comme ça ces copies, ça signifie quelque chose. Ce n'est pas rien. Faut se le dire, parce que le doyen n'a pas à ah faire oui, ça c'est déjà. pas rien. Oui, bon, ça, après, on va pas se leurrer. Moi qui suis journaliste de métier, mais qui a aussi fréquenté les bancs de la fac ou les écoles, etc. Bon, au bout d'un moment, on n'a pas besoin d'être briefé, on sait un petit peu comment fonctionnent les choses. Moi, ce qui m'a étonné, c'est simplement cette espèce de retour de bâton qui consistait à dire comment osez-vous?
Pourquoi vous permettez-vous ce genre de sujet? Il a été validé, donc il fallait me dire non tout de suite, et puis c'était réglé. Bon, d'accord, c'est un petit peu comme dans les arcanes du journalisme ou du pouvoir, bien sûr. On le sait que très vite, dès lors où vous franchissez un petit peu la ligne, où vous n'êtes pas le doigt sur la couture du pantalon, soit vous sautez, soit on vous fait comprendre que, écoute, mon gars, tu veux garder ta position économique et sociale, t'as intérêt à pas trop la ramener. Bon, c'est comme ça, voilà. Mais je note quand même qu'encore aujourd'hui, si on s'intéresse à cette pensée contre-révolutionnaire, il faut être honnête en termes de, comment on pourrait dire, en termes d'incidence politique, n'est quand même pas, c'est quand même pas énorme, faut quand même pas rigoler. On n'est plus à la fin du 19e siècle, il n'y a pas de parti royaliste, il n'y a pas. Voilà. Oui, mais malgré tout, moi je vais vous dire une chose, cher François Xavier, je vais vous dire une chose malgré tout. Je sens que ce courant contre-révolutionnaire, et je le dis aux auditeurs dont je suis, il prend de l'ampleur. J'ai dit empereur, non, l'ampleur. Oui. Voilà. Non mais c'est une réalité. Ça prend de l'ampleur. On sent qu'en fait il y a une réaction. Dorénavant, c'est pas gauche, droite, souverainiste, communiste, socialiste, tout ce que vous voulez, libéral, machin. Ce sont des terminologies liées à la République, mais je pense, j'en suis même persuadé, et c'est vraiment le fond de mon militantisme, c'est qu'en fait, tant que les Lumières et sa République qui en est engendrée reste à la tête, et le régime reste à la tête de la France, eh bien la France n'ira qu'en dégringolant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Effectivement, je pense qu'il faut justement, il faut essayer de se libérer, entre guillemets, en tout cas de se désolidariser d'une optique politique. On va dire ça comme ça. Vous parliez de droite-gauche. Oui, je pense qu'aujourd'hui, étant donné les effets des valeurs de la République, les effets de la modernité, du capitalisme débridé, etc., je pense que les gens se rendent compte qu'il y a effectivement un problème, même s'ils n'arrivent pas à mettre les mots sur les mots, donc MOTS sur MAUX, mais je pense qu'ils commencent à se rendre compte de certaines choses. Alors, il est certain que mon bouquin « La République contre la France » parlera sans doute plus à des gens qui ont la foi. Bon, mais la foi, ça se commande pas. La foi, on l'a pas. Elle vous tombe dessus, elle n'arrive jamais, ou vous l'aviez et vous l'avez perdu. Bon, bref, donc tout ça, c'est trop intime pour en faire un objet politique. Mais par contre, il est clair que si politiquement on s'intéresse à la Révolution française, à ce qui s'est passé avant, c'est comme ça que démarre le bouquin, parce qu'il ne s'agit pas de démarrer le livre le 13 juillet 1789, tout ça démarre bien avant, à la Révolution française et ensuite à ce qui en découle, on tire simplement le fil, à partir de là, certaines, je pense peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, la plupart des lecteurs pourront se rendre compte qu'il suffit d'être un petit peu honnête pour voir qu'il y a un problème. Que si on considère les valeurs de la République comme, je vais faire très simple, mais les gens comprendront, si on considère les valeurs de la République comme quelque chose de beau, voilà, si on range ça dans le camp du beau, je dis pas du bien, mais du beau, donc des belles choses, des choses nobles, des choses qui ont de la grandeur, des choses qui sont inspirantes, on se rend vite compte quand même que la République c'est quand même créé sur un monceau de cadavres. C'est vrai. Un monceau de cadavres. Et en plus, qu'il y ait des troubles, au moment de troubles politiques, au moment de conflits politiques et les morts, bon, ça, c'est une vérité de la palisse. Mais c'est pas ça. C'est même plus que ça. La République se fonde sur un monceau de cadavres qui est légitime. Et c'est ça, en fait, la clé. Ce n'est pas qu'une seule clé, c'est pas que la seule clé, mais c'est une des clés quand même très importantes à comprendre. Si on veut commencer à comprendre. C'est que si on considère que les valeurs de la République, c'est la défense du bien, la défense de la démocratie, donc les droits de l'homme, etc., et que tout ce Doubi-Boulga, c'est, comment dirais-je, c'est une énorme soupe qui permet de justifier absolument toutes les causes. Et surtout, il suffit aujourd'hui, honnêtement, c'est pour ça que je trouve que ce livre est d'une actualité criante. Il suffit aujourd'hui d'aller sur Twitter pour voir que les gens qui sont les descendants, en fait, des grands révolutionnaires viennent justifier toujours au nom du bien
au nom du bien, finalement, leur positionnement politique. Bien sûr. Bon, très bien, très bien, mais non. Très bien, mais non. Parce que justement, si on s'interroge sur les postulats et les présupposés politiques que vous utilisez en étendard, c'est pas joli. C'est au contraire une justification de tous les totalitarismes. Et puis, c'est ça aujourd'hui. Vous avez totalement raison. Il y a le bien, le mal, certes, mais il y a aussi le beau. Quel est le beau qu'a laissé la République? Regardez, prenez le tourisme français, prenez le tourisme national. Les Japonais, les Chinois, les Américains, les Russes, quand ils pouvaient, quand ils viennent en France, ils ne viennent pas voir la bibliothèque Pompidou. Ils viennent voir le Louvre, Versailles, le Palais Garnier. Ils viennent pas voir des constructions républicaines. Ils viennent pas voir les HLM des 4000 de la Courneuve. Ils viennent pas voir l'opéra de la Bastille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'imaginaire français, en réalité, n'est pas un imaginaire républicain. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. La place Charles de Gaulle, qu'on dit Charles de Gaulle, bon, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est l'Arc de Triomphe. Ce n'est pas, enfin, je veux dire, ils ne viennent pas voir les Champs-Élysées, c'est la promenade de l'Ancien Régime. Enfin, ils ne viennent pas voir des choses liées à la République. Bon, alors, si on tempère un peu, il y a quand même eu si on parle de réalisation du beau, on parle de façon, on parle de choses artistiques ou même d'urbanisme. Bon, il y a quand même eu certaines choses qui peuvent être considérées comme belles, notamment au moment de la Troisième République, les boulevards haussmanniens, etc. Ah non, le boulevard Haussmann reste de Second Empire. Oui. N'oublions pas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, peut-être fini parfois sous Troisième République, mais créé par le Second Empire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le découpage, c'est le problème des découpages historiques. Bien souvent, on taille à la guillotine, si je puis dire. Et en taillant comme ça, bon, il ne faut pas non plus. Et ça, c'est une chose aussi. Je me suis rendu compte de ça en discutant avec certains auditeurs ou certains lecteurs. Il faut faire attention à justement ne pas tomber dans l'excès inverse. Vous voyez, en considérant, oui, mais tout ce qu'a apporté la République, c'est mal, et tout ce qu'il y avait avant, c'était bien. Non, évidemment, ça vous avez raison. Vous avez totalement raison. Oui, il y a ça, et surtout, je pense qu'il y a quand même une forme de continuité du beau, sauf que, et ça là-dessus je suis d'accord, mais ça, c'est peut-être même ça va bien au-delà de la Révolution française. C'est que effectivement, le basculement dans un monde moderne et techniciste transforme les choses, et qu'on aime ou pas, par exemple, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, aujourd'hui, c'est un symbole de la France, c'est comme ça, qu'on le veuille ou non. Même si, là, si je vous donne mon avis, je trouve que ce bâtiment est fin laid. Il est horrible. C'est un bâtiment horrible. Et ça n'a rien à voir avec Notre-Dame de Paris, par exemple, qui est une nef sublime et qui a en plus un livre ouvert quand on sait le lire, mais bon. Et c'est ça, en fait, qui je pense, la différence. C'est que les choses se simplifient, les choses perdent du sens, précisément parce que, mais ça c'est les aléas et les valeurs, on va dire, si vous voulez, de la vie moderne, c'est que les choses sont amenées à être tirées vers le bas. Donc on peut considérer, voilà, même s'il y a quand même des grandes choses, on peut considérer par exemple que l'évolution de l'urbanisme ou de l'architecture jusqu'à fin 19e siècle, qui est un petit peu la révolution industrielle, peut-être un des derniers grands moments de génie architectural en France, parce qu'il y a quand même des beaux bâtiments, mais ce sont des bâtiments utiles. Ce ne sont pas des bâtiments derrière lesquels il y a du sens. Quand on est dans une église, c'est un bâtiment, certes c'est un bâtiment, mais c'est aussi un bâtiment derrière lequel il y a un sens. Vous voyez ? Et c'est ça, je pense, qui est la bonne clé de lecture, en tout cas pour moi, c'est que on pouvait trouver du beau parce que le bâtiment est beau, objectivement, mais aussi parce que derrière ce bâtiment, il y a du sens. Et je pense qu'effectivement, la modernité, progressivement, a tiré le sens vers le bas, de plus en plus, ce qui fait qu'aujourd'hui, et là, bon, c'est beaucoup plus facile à taper dessus, vous avez parlé du centre Pompidou, alors vous avez un tape-tuyau, là, qui est absolument, pardonnez-moi le terme, mais c'est le terme qui correspond, qui est absolument dégueulasse, et qui est présenté comme une œuvre d'art absolument sublime. C'est un tape-tuyau.
Bon, alors pourquoi pas, mais c'est cubique, c'est moche, c'est tout simplement moche. Alors, Bon, bah très bien. Qu'est-ce alors, qu'on fait de ce truc-là? je préviens aussi, ce que j'ai oublié et j'en suis vraiment Oui. désolé, c'est que les deux ouvrages, notre ami François-Xavier Consoli, si vous voulez commander, lorsque vous les commanderez, ils seront dédicacés. Donc, La République contre la France Ah oui. et les aventuriers de la vie au verbe haut. Alors, j'ai des commentaires d'auditeurs qui arrivent. Ouais. Moi, mes enfants, déjà tout petits, je leur ai fait comprendre ce qu'était cette République. À 12 ans, ça faisait déjà longtemps que mes enfants avaient compris que la République était mauvaise et qu'elle serait contre eux. Et ils ont la preuve que j'avais raison. Beaucoup de parents sont des idiots. Oh, faut pas dire ça, monsieur, cher monsieur. Mes enfants n'ont jamais fumé, ni jamais ne se sont drogués, ni jamais n'ont manifesté contre Le Pen. Il n'y a pas d'excuse. Oh là 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 là. Pas Ouais, alors si je puis me permettre, il y a aussi, ça c'est quelque chose qui a tendance de plus en plus à m'agacer. Très bien, monsieur, vous avez parfaitement bien élevé vos enfants et bravo à vous. Il n'empêche que je pense qu'il faut éviter ce genre de course à la pureté que je trouve particulièrement agaçante, qui consiste finalement à rabaisser les gens. Vous savez, c'est un petit peu comme on est un petit peu comme dans la guerre des étoiles. Vous voyez, il y a les Jedi, il y a les Sith. Voilà, il y a les gens. Alors, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on retombe quand même dans le même travers. Hein. Vous voyez, il y a des gentils et des méchants. Il y a des bons et ceux qui sont moins bons parce qu'ils ont été mal élevés. Oui, alors certes, bon, peut-être que j'ai été mal élevé par ma mère, bon, ça m'étonnerait parce que c'est une femme d'un grand mérite qui m'a élevé toute seule. Mais il n'empêche que je trouve quand même ça très contre-productif d'expliquer à certains que, bah oui, mais vous avez été mal élevé. Alors désolé, cher monsieur, si je vous semble mal élevé, Mais non, il n'a pas dit il ça. n'empêche que non, mais je sais, là, j'exagère un peu, je titille, c'est le jeu. Mais il n'empêche que il n'est jamais trop tard. Hein, si justement on a un chrétien digne de ce nom, en tout cas un catholique digne de ce nom, il n'est jamais trop tard, premièrement. Et deuxièmement, je pense que, mais c'est un point pour vous quand même, c'est que oui, effectivement, si on commence très tôt avec des bonnes choses, des choses saines, je suis d'accord, ça sera sans doute plus simple. Mais il n'empêche qu'on peut être aussi quelqu'un d'intelligent tout au long de sa vie et se construire et puis se rendre compte par soi-même des choses qui ne vont pas. Voilà. Et je pense que lorsqu'on se rend compte par soi-même, c'est souvent la meilleure des choses. Parce que on comprend sur son vécu, sur sa propre peau, hein, on va dire, une forme de réalité. Tiens, j'ai d'autres commentaires. Jacobinisme, modèle pour Hitler, point d'interrogation. La première chose qu'a faite Adolf Hitler en prenant le pouvoir, n'est-ce pas de copier la République centraliste française sans aller aussi loin qu'elle, puisqu'il n'a pas osé créer des départements, mais a conservé les Länder, les régions, avec un préfet gauleiter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors effectivement, ça c'est très intéressant. C'est la dernière partie de mon bouquin. La République et l'idéologie républicaine, on va faire simple, tout le bain idéologique imposé par la République, jacobinisme, laïcisme, même si laïcisme, pareil, il faudrait tempérer parce que bon, il y a des révolutionnaires qui sont déistes, d'autres qui sont complètement laïques avant l'heure, mais bon, on va dire tout le bain républicain, pour faire simple, est un produit d'exportation qui va s'exporter très bien, très très bien. Et l'un des exportateurs en titre, c'est bien sûr Napoléon. Ce cher Napoléon qui est admiré par beaucoup de gens, bon très bien, hein, on peut admirer le génie politique, mais c'est quand même quelqu'un qui, par exemple, lorsqu'il met fin au Saint-Empire romain germanique, parce que c'est lui qui met fin au Saint-Empire romain germanique en détruisant toute la Prusse, etc., eh ben, il va, c'est sans doute pas son intention, mais il va, sans le vouloir, réveiller le nationalisme allemand. La révolution, c'est également elle qui va inspirer la révolution russe. Bon, ça me paraît une évidence. Et Robespierre était une idole de Lénine. Ah ben voilà, Robespierre, c'est une idole de Lénine. Quand Lénine débarque à Saint-Pétersbourg, quel morceau on lui joue ? La Marseillaise. La Marseillaise. Et donc, tout ce bain va inspirer effectivement ce qu'on va appeler plus tard les totalitarismes. Et pour une raison simple, c'est que précisément, l'un des ressorts, l'un des moteurs de la Révolution française, c'est que c'est une prise en compte totale de la vie du citoyen.
parce qu'on va revenir sur, on va imposer la constitution civile du clergé. Donc on va expliquer par exemple aux Français, oui, à la fille aînée de l'Église, aux habitants de la fille aînée de l'Église, que chers amis, dorénavant, soit le clergé adhère aux valeurs de la République, ou alors terminé. On va détruire des quantités d'églises. Si je ne me trompe pas, sans dire de bêtises, je crois qu'il y avait plus de 300 églises, une quantité de monastères assez impressionnante à Paris. Je crois qu'après la Révolution, il y a plus de 250 églises qui ont été détruites. Quand je dis détruites, c'est soit démolies, transformées en entrepôts, etc., etc. Bon, d'ailleurs, c'est même l'illustration de la couverture du livre. C'est une église qui est détruite. C'est la démolition de l'église Saint-Jean-Grasse, de Hubert Robert. Bon, donc, et ça, c'est très symbolique. Et donc, pour revenir à cette histoire de totalitarisme qui s'exporte, vous avez Napoléon qui va effectivement apporter avec un joli ruban rouge de sang, la République un petit peu partout. Tout ça va impliquer des contre-coups durant l'histoire. Il y aura 1848, les révolutions des peuples, les révolutions nationalistes. Tous les pays progressivement vont vouloir se libérer des jougs monarchistes, si je puis dire. Et ça va effectivement dans tous les pays. Vous avez ça en Hongrie, vous avez ça en Allemagne, vous avez ça en Italie, vous avez ça en Russie d'ailleurs. La Russie, ça commence même bien avant les bolcheviks, puisqu'il y a déjà des personnages qui vont se révolter contre le pouvoir tsariste. Donc, tout ça, effectivement, va jouer. Et il va y avoir également, ça par exemple, c'est intéressant chez les Allemands, une espèce de retour du bâton avec le mouvement Sturm und Drang, c'est-à-dire que les romantiques, eux, se rendent compte, comment dirais-je, ils se rendent compte qu'il y a une espèce de perte de l'enchantement. Et les romantiques, eux, retournent plus ou moins vers une espèce de mythe médiéval, parce que oui, la modernité c'est aussi ça. La modernité, c'est les valeurs de la République, c'est les valeurs de la démocratie, c'est des valeurs universalistes, mais c'est aussi des valeurs du marché, c'est aussi des valeurs de l'usine, c'est aussi les valeurs des choses qui sont pas très belles, parce qu'on parlait de beauté au début. Et ça, c'est très intéressant de noter ça, parce que effectivement, la Révolution française, elle est peut-être française, mais ça va devenir un produit d'exportation internationale absolument partout. Absolument partout. Et ça, c'est une distinction que je fais aussi souvent avec la Révolution américaine. La Révolution américaine, à la différence de la Révolution française, elle n'est que dans une continuité, puisque la Révolution américaine, c'est la continuité des colonies anglaises. Et c'est simplement un nouveau potentat loin de la métropole anglo-saxonne qui dit « Bon, nous payons des impôts, et puisque nous sommes des anglo-saxons libéraux, puisque nous payons des impôts, donc nous avons droit à une reconnaissance politique. Cette reconnaissance politique, c'est notre liberté. Donc, nous fondons un pays. Et à partir de là, nous continuerons le pays, nous procéderons à son expansion, quoi. La Révolution française, c'est pas ça. Oui, mais la Révolution française, c'est pas une continuité. Oui, mais est-ce que la République et donc la Révolution française, qui sont un universalisme, au contraire de la Révolution américaine. Mais est-ce que l'universalisme, c'est pas le politiquement correct pour dire impérialisme? Alors il y a de ça. Alors, si je reviens juste sur la question, je pense qu'il y a un impérialisme américain qui est fondé sur la logique de la destinée manifeste, qui consiste à dire que nous, les Américains, nous sommes le nouvel Israël, nous sommes une forme de nouveau peuple élu, et nous avons le droit, justement, d'aller porter cette bonne parole un petit peu partout dans le monde. Ça se rapproche de la Révolution française, mais, et ça je le répète et je le répéterai jamais assez, la Révolution française, elle agit comme un bûcheron déracine un arbre. C'est-à-dire qu'il faut liquider, il faut araser la France. Et donc, en arasant la France, d'ailleurs, il y avait un terme qui revient très souvent dans la bouche des révolutionnaires, c'est régénérer le peuple. Quand on veut régénérer, ça veut dire qu'on a affaire à un peuple moribond, un semi-cadavre, qu'il s'agit de régénérer, auquel il faut donner un petit peu de tonus, quoi. Sauf que bon, on va pas lui donner de tonus, on va les liquider. Alors par rapport à l'Empire, oui, effectivement, la Révolution française, d'ailleurs, s'en est sortie grâce à la création d'un empire, puisque la Révolution française s'arrête, on peut dire qu'elle s'arrête. Est-ce qu'elle s'arrête véritablement? Elle ne s'arrête plus. Pour moi, elle ne s'arrête plus. Même la parenthèse Louis XVIII est une continuité.
Oui, parce qu'en fait, là-dessus, qu'on aime ou pas, Karl Marx, il a parfois de bons aphorismes, et quand il dit l'histoire repasse pas les plats, je pense qu'il y a un peu de vrai quand même. C'est-à-dire que Louis XVIII et Charles X qui suivent, Napoléon Ier, certes, on a un retour à la monarchie. Certes, les Français se disent, attendez, 1789-1815, le nombre de morts, le sang versé, il y a quand même, je me souviendrai toujours, bref, c'est un petit détail, mais je trouve ça très symbolique. J'étais dans un haras magnifique avec des chevaux, c'est superbe et tout, ça sentait bon, et je discutais d'histoire. Et le responsable du haras m'expliquait le nombre de disparitions de races, donc de cheval, au moment de l'Empire. Pour dire, en fait, le côté industriel et même industrieux de tout ça. C'est-à-dire que vraiment, la Révolution française, de 1789 à 1815, arrase, elle liquide, elle fait verser le sang. Après, oui, on revient à Louis XVIII, Charles X, etc. Bon, d'accord, mais c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Charles X, Louis-Philippe, et n'oublions pas que c'est à ces époques que la colonisation en Afrique se fait, mais une colonisation qui est quand même différente de l'époque de l'Ancien Régime. Là, on a vraiment une colonisation de civilisation. Alors ça, oui, si, c'est intéressant parce que on a tendance à mélanger un petit peu tout au niveau de la colonisation, même si, par exemple, en 1830, c'est Charles X qui lance l'expédition Algérie, dans les Barbaresques, parce qu'il y a l'Algérie. On a une longue période attentiste, hein, de 1840 à 1870. En fait, on calme simplement les Barbaresques en disant maintenant c'est terminé, vous arrêtez de foutre le boxon dans toute la Méditerranée, et on occupe les côtes. Mais on occupe les côtes. Il n'y a pas de travail administratif véritablement colonialiste, si je puis dire. En revanche, quand la Troisième République advient, là, on va justifier le colonialisme, mais au nom, justement, de la République, au nom des droits de l'homme. Jules Ferry, etc. Bon, vos auditeurs connaissent tout ça. Donc, c'est pas du tout la même logique. Quand, sous l'Ancien Régime, Jacques Cartier arrive au Canada au XVIe siècle, et que les Français s'installent dans ce qui deviendra Québec, Montréal, etc., on n'est pas dans la même logique du tout. On n'est pas dans une logique de, comment dirais-je, de destruction des peuples et des autres civilisations au nom des valeurs républicaines, au nom des droits de l'homme. D'ailleurs, rappelez une chose toute bête, hein. Aujourd'hui, vous présentez, vous parlez de la légende Pocahontas à quelqu'un. Ah oui, Pocahontas avec les Anglais et tout. Non, la légende Pocahontas, elle existe vraiment, mais c'était les Français. C'est les Français qui ont rencontré les Indiens et les Indiennes. Et les Français qui sont mariés avec les rappelons-nous qu'à l'époque, les Français se sont mélangés aussi aux Indiens, enfin certains Français. Voilà. C'est-à-dire donc, contrairement aux anglo-saxons, c'est bien, c'est important ce que vous dites, parce que contrairement aux anglo-saxons, lorsqu'ils mettaient le pied quelque part, c'était pas très bon pour les locaux, on va dire. Ah ben non. Et précisément, qu'on comprenne bien les choses, il ne s'agit pas de faire du Benetton à 2 balles avant l'heure. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que précisément, les Français catholiques arrivant sur place savent qu'ils arrivent dans un endroit où il y a déjà du monde, ils s'installent, ils proposent. Oui, par exemple, vous avez le traité de Montréal, je crois, c'est 1701, si je dis pas de bêtises, mais c'est une proposition, non pas de destruction ou de mélange qui consisterait à dire nous sommes tous pareils, mais non, c'est maintenant nous sommes 2 peuples qui vivons au même endroit, faisons tout pour nous entendre et essayer de vivre en harmonie, je mets ça entre guillemets, mais en tout cas essayons de vivre le mieux possible. Effectivement, la logique anglo-saxonne, c'est pas ça. La logique anglo-saxonne, c'est non, on arrive, oui, t'es gentil, toi petit indien avec tes plumes, etc., machin, voilà des couvertures avec des typhus, c'est comme ça que tu vas crever. C'est pas du tout la même logique. Et surtout, on ne se mélangera pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous parlez des Indiens d'Amérique aux Anglais, vous allez voir l'air qu'ils vont faire, et vous parlez aux Indiens d'Amérique des Anglais, vous allez voir la tête qu'ils vont faire. Pour ceux qui restent, il n'y en a plus beaucoup. Et même les Indiens d'Amérique disaient, au moment où les Français s'en vont en 1760, quand ils perdent face aux Anglais, on sait pertinemment que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour nous, parce qu'on sait qu'on va se faire liquider.
Donc Mais- c'est pas du tout la même logique, Bien c'est sûr. pas du tout la même forme de colonisation, si je puis dire. Et Mais- donc aujourd'hui, quand on nous parle d'Algérie, de machin, blablabla, on nous a encore fait tout un drame là, avec la reconnaissance du soi-disant massacre au métro de Charonne, alors que tout ça était totalement bidon. On vous mélange tout. Ah bah colonialiste la France, les Français sont racistes, les Français sont machin, blablabla. Donc finalement le Français par nature est un colon, ce qui est faux en plus, on vit dans un trop beau pays pour justement aller gouverner ailleurs, mais il y a toujours des aventuriers qui décident d'aller plus loin. Et donc voilà, on mélange tout. Mais c'est vrai, mais il faut le répéter aussi, et il faut le dire à ces jeunes de la diversité qui connaissent pas l'histoire, que les Français, hormis peut-être au Canada, mais ça je crois que c'était les Limousins, n'ont jamais fait n'ont jamais appliqué de colonies de peuplement. Au contraire des anglo-saxons. Là où les anglo-saxons ont mis les pieds, ils se sont installés, sont devenus au final majoritaires ou ont pris le pouvoir. Comme en Amérique, ou par exemple en Australie, en Nouvelle-Zélande, voilà. Les Français, ça pour le coup, ne l'ont jamais fait. Parce qu'ils ne cherchaient pas à quitter la France. Oui, ils ne cherchaient pas à quitter la France. Hein. Un autre exemple, par exemple, c'est l'Indochine, un pays, une ancienne colonie pour laquelle j'ai énormément d'affection, voire de l'amour. C'est un endroit qui, au plus haut de la colonisation française, on était, je ne voudrais pas dire de bêtises, on était peut-être à 100 000 individus, 200 000 maximum, c'est ça. pour un territoire gigantesque. Pour un territoire gigantesque. Et il fallait faire, on appelait les Français en disant vous ne voulez pas venir, etc., dans l'administration, dans l'armée, que c'est, parce qu'il n'y a pas assez de monde, quoi. Alors que c'est un pays, c'est quand même des endroits magnifiques. Donc, il faut encore, c'est trop facile de vouloir tout mélanger, C'est sûr. Pas de vouloir, mais en tout cas, de tout mélanger et d'avoir cette intention absolument malicieuse et je trouve absolument dégueulasse, excusez-moi le terme, mais c'est quand même bien ça, de cracher en fait sur tout ça en disant mais voyez vous les Français, voyez machin, il y a un moment ça suffit quoi. Vous avez totalement raison et il faudrait apprendre. Un jeune qui est déguisé, de la part d'un jeune qui est habillé en Nike et qui a du rap américain à la bouche, je trouve ça quand même très drôle, oui. Bien sûr. Mais bon, bref. Oui, mais on leur apprend quand même des choses qui fabriquent leur psyché et aussi une haine nationale quoi, du pays. Donc, on leur apprend des choses fausses et il faudrait commencer à parler d'une vraie histoire. Moi, j'en parle aussi, par exemple, avec Adrien Abosi, maître Adrien Abosi, qui m'a dit aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que entre guillemets, les colonies venant de la monarchie n'ont jamais pris leur indépendance. Au contraire, des colonies républicaines. Oui, c'est vrai que c'est quand même drôle, c'est toute l'ironie de l'histoire, de voir que, alors attention, je mets aussi énormément de guillemets étant donné l'état du Canada actuel, mais c'est quand même drôle de voir le symbole du Québec, une fleur de lys. Je veux dire, c'est une sorte de machine à remonter le temps, vous voyez, avec des Français qui sont les descendants des Rochelais et qui vivent aujourd'hui à Montréal ou que sais-je, et qui se battent encore pour parler français, en disant non, mais nous, on ne parlera pas anglais. On ne veut pas parler anglais. On parlera français. Et on va se tenir, on va maintenir cet héritage-là. C'est quand même avec des noms, avec les noms qu'ils ont, les prénoms, etc. Bon, je trouve que tout ça, c'est presque touchant, mais oui, il y a quelque chose qui fait que dans ces anciennes colonies, j'avais vu aussi très récemment, pour aller sur un autre continent, un reportage sur la ville de Pondichéry, je crois. Et donc, ancienne colonie française, et il expliquait, le discours était pour un Français métropolitain qui se tape du Sandrine Rousseau toute la journée, si vous voyez ce que je veux dire, c'est à tomber le fessier par terre. Hein. Parce qu'à un moment on se dit mais attends, ces gens-là sont fiers, ils ont des statues en honneur de la France, etc. Non, mais ce qu'ont fait les Français ici, c'était très bien. Et puis nous on rejette absolument pas le bébé avec l'eau du bain, c'est notre héritage aussi, etc. Et c'est pas mal quoi. Okay. Rappelons l'histoire de France, la vraie histoire de France, pas celle de l'éducation nationale. On va revenir à la discussion, cher François-Xavier Consoli, mais avant ça, le Bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Soutenez Radio Courtoisie pour qu'on puisse continuer à diffuser des émissions au téléphone. Voilà. Voilà. Donc, François-Xavier Consoli, retenez ce nom. François-Xavier Consoli. Il a écrit deux excellentissimes livres, La République contre la France et Les Aventuriers de la vie chez le Verbe haut, François-Xavier Consoli. Voilà, j'ai des commentaires, tiens, d'auditeurs. La révolution de 1789 n'est pas spécifiquement française, mais a été financée par la branche londonienne de Rothschild, ainsi que la révolution bolchevique financée par la banque Rothschild, mais aussi par les financiers de WS. Dites-moi, tiens. Oui, bien sûr, oui, il y a des financiers, oui, ça se fait pas tout seul, oui, les choses sont pas automotrices et il y a des hommes qui mettent en marche tout ça. Je suis d'accord. La seule chose, parce que ça c'est aussi un truc qui, je remarque de plus en plus, a tendance à m'agacer. La seule chose, on m'avait fait un petit reproche au moment de la sortie du livre en disant que je n'insistais pas assez sur le rôle de la franc-maçonnerie. Alors, déjà, il faudra me dire c'est quoi le curseur quand on insiste assez ou quand on n'insiste pas assez, puisque j'en parle. La loge des 9 sœurs, etc. Benjamin Franklin qui assiste à l'entrée en confrérie, je sais pas comment on dit tout ça, mais à l'entrée en confrérie ou à l'entrée en loge de son ami Voltaire. Donc évidemment, tout ça, il y a des hommes, tout ça, il y a des réseaux, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance, c'est aussi très symptomatique du monde médiatique, etc., on a tendance à appliquer une seule et même lecture sur les choses. C'est quel responsable? On a notre petit bouc émissaire, etc., etc. Oui, ça ne veut pas dire qu'il faut, comment dirais-je, il faut tempérer le rôle de chacun. Mais par contre, avoir une vision monomaniaque sur les choses, je pense que c'est la pire des lectures. Bien sûr. Parce que justement, ça nous coupe de tout. Ça nous coupe de tout. Et je pense que c'est pour ça que justement, dans le bouquin, je développe des tas de thématiques différentes parce que c'est plein d'éléments différents. Voilà. Alors, bonjour, merci. Ce matin, je me sens moins seul. Votre invité né dans les années 80 n'a-t-il pas commencé son cheminement lorsque, face à l'affirmation des musulmans, il était invité à chercher qui il était, ce qui l'a conduit à s'identifier comme catholique français en opposition avec la réponse proposée par la République avec la laïcité athéiste qui cocufie les Français génération après génération. Les cocus de la République, en cherchant à comprendre les raisons de cette trahison, en reviennent toujours à interroger leurs ancêtres via l'histoire de France. Merci à votre invité et vive le roi. Qu'est-ce que vous pensez de ce... C'est une question très, très intéressante, presque touchante. Effectivement, je vais, parce que c'est une question un peu personnelle, je vais répondre de façon personnelle. J'ai grandi effectivement dans un endroit HLM, un truc un peu dégueu, pas très intéressant, pas très beau justement. Et entre d'un côté ce que j'appellerais les Jean Kévin, donc les Français assimilés américains, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et de l'autre, des Jean Karim. Donc même pas français, parce que même eux, ce n'est pas vraiment ce qu'ils étaient. Ils étaient ni d'ici ni de là-bas. Et ce qui fait que eux-mêmes étaient déjà assimilés plus ou moins américains, d'ailleurs, dans les vêtements. Mais en tout cas, voilà. Bon, pour faire simple, c'est un genre d'endroit où si... sans me jeter des fleurs, mais je vais pas faire ma fausse modestie, si on est un petit peu plus malin, un peu plus futé que les autres, on se sent très vite un peu seul, quoi. Bon. Et très vite, la violence des choses, il y a déjà des confrontations, beaucoup. La violence des choses, etc., fait que, oui, on s'interroge. Et même si, dans les années 2000, lorsqu'on est un jeune produc d'une quinzaine d'années, même si on se pose des questions, même si on sait pas trop, même si on est un peu, on est ado, quoi. Donc on veut tout de suite, on sait tout sur tout, et surtout faut pas nous expliquer. Donc grosso modo, on n'est pas de gauche, mais on est un peu révolutionnaire, et on est un peu anarchiste, on est nanar, on en va tout valser, etc. Bon, mais si on a justement depuis toujours cette espèce de truc au fond du cœur et au fond des tripes, on se rend vite compte que mais il y a quelque chose qui va pas, quoi.
quelque chose qui va pas. Donc, ben oui, le cheminement, moi, c'est comme ça. Donc, je pense qu'à partir de là, si on se laisse aller, qu'on lâche un peu si on lâche prise justement, parce qu'on veut pas trop contrôler, eh ben, on se rend compte que y a des réponses, il y a des belles choses. Bon, parfois, si on a suffisamment de force, on y va tout seul. On rencontre des gens qui vous accompagnent un peu en disant bah, écoute, voilà, tiens, tu peux aller là, tu peux parler à telle personne, tu peux. Ok, d'accord, c'est intéressant. Et puis puis après, si on est intéressé par les bouquins, si on est un petit peu. Il faut oublier que c'est fin des années 2000, début 2010, c'est l'explosion. Hein. C'est Internet, c'est YouTube, c'est etc. C'est des choses qui aujourd'hui peuvent paraître totalement évidentes, mais à l'époque, tout ça explose. Et on se prend beaucoup de choses. Les gens de ma génération se sont pris beaucoup de choses en museau. Alors parfois en bien, parfois en mal. Hein. Mais bon, oui, c'était une époque. C'était quelque chose d'assez intéressant. Et pour revenir à la question de l'auditeur, et puis après j'arrête de parler, je pense qu'effectivement, c'est très bon de ne pas se sentir seul, je pense. Parce qu'on peut très vite, et ça aussi, c'est aussi des méfaits d'Internet, quand on est derrière son écran, la vie moderne, les grandes villes ou que sais-je, on peut très vite se sentir seul et très vite se dire mais ça se trouve je suis un peu taré, etc. C'est vrai. Penser qu'il faut remettre en question des choses, alors qu'en fait non, t'es juste pas taré, tu te poses des questions. On peut devenir taré, hein, attention, hein, en partant sur des chemins de travers complètement dingues et en voyant des extraterrestres partout. Mais non, il faut aussi simplement payer le bon grain de livret et ne pas fréquenter des gens qui vous permettent de vous dire bah, finalement je suis pas tout seul. Alors, cher François-Xavier Consoli, auteur de La République contre la France, j'ai quelques questions d'auditeurs. Et ensuite, on va aller sur votre nouveau livre, Les Aventuriers de la vie, toujours verbe haut. Mais j'aime parce que à Courtoisie, vous faites pas comme sur YouTube ou ailleurs. Vous avez vraiment une forme d'élite des auditeurs. Donc, c'est important de poser leurs questions et leurs commentaires. Les anglo-saxons, lorsqu'ils ont envahi l'Amérique du Nord, étaient protestants, devenus les nouveaux marchands du temple. La France, comme l'a dit votre invité, a occupé l'Afrique du Nord pour en terminer avec les barbaresques. Cervantes n'a-t-il pas été enlevé par les barbaresques pour parler d'un personnage connu historique ? La droite, autant que je me souvienne, ne voulait pas aller en Afrique du Nord, conscient du coût. Effectivement, ça nous a coûté. Ça, pour le coup, c'est une réalité. Ça nous a coûté en argent et aujourd'hui, on le voit. Alors, quoi ça coûte d'ailleurs ? Ça coûte toujours en argent pour le coup, tiens. Enfin, ça... Bref. Bonjour à tous. La République, c'est la Tour Eiffel, le Trocadéro. Bon, je suis pas sûr que le Trocadéro soit une grande réussite, ni le musée de la Porte Dorée, c'est encore pire. La Belle Époque et l'Art déco. Pour le reste, je ne le vois pas trop. Je suis allé visiter les souterrains de la colonne de la Bastille. On y lit les épitaphes pour les morts de 1830 et février 1848. Bizarrement, le souvenir des 4000 morts de juin 48 avec la révolte des ateliers nationaux n'y figure pas. Bravo pour l'émission. Merci, cher auditeur. Ah, tiens. Pourquoi rester réformiste et rêver à une guérison de cette république jacobine, totalitaire, centraliste du déracinement quand elle se trouve comme un cancéreux en phase terminale ? La seule solution n'est-elle pas le réenracinement par une révolution pacifiste, fédéraliste, une république fédérale française exemplaire pour toute l'Europe? La République ne manque-t-il pas un adjectif ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à faire de la prospective et à lire dans le mar de café. Mais si on tente un petit peu l'exercice, allez. Je pense honnêtement que la République, effectivement, qui est née en 89, même si elle est toujours arc-boutée sur ses fameuses valeurs, a de plus en plus de mal à vendre le projet, si je puis dire. Hein. Aujourd'hui, il suffit d'écouter les responsables. J'ai encore l'occasion d'un article que je devais écouter, par exemple, l'allocation de notre cher Attal. Bon, il est bien mignon, ce jeune homme, mais quand oui, c'est sûr qu'il est très mignon, ça c'est sûr. Oui, il est très mignon, oui, c'est vrai, il est très mignon. Ouais. Mais en tout cas, il est bien mignon, ce garçon, mais
j'avais l'impression d'avoir un gamin faisant un exposé quant aux possibles solutions à apporter à l'école, justement, l'école de la République, qui est censée transmettre les valeurs, qui est la courroie de transmission de nos chères valeurs républicaines. Mais à chaque fois, on lui posait des questions où, de toute façon, il est impossible d'agir. J'ai donné des cours, et j'en donne encore, dans les centres de formation, je trouve complètement dingue d'expliquer, par exemple, à des gens, même pas forcément des enfants, mais aller demander, par exemple, dans une salle de classe, vous me donnez vos téléphones. Ça n'existe, enfin, c'est pas possible. Et quand bien même ils donneraient leur téléphone avant le début des cours, eh ben, il y aura autre chose. On sait, puisque les écrans, puisque machin, etc. Vous êtes prof d'histoire Dites-moi, cher François-Xavier, vous êtes prof d'histoire? Alors non, j'ai donné des cours, oui, alors j'ai donné des cours d'histoire de français et d'anglais. D'accord. Est-ce que lorsque vous parlez d'histoire, ça m'intéresse, est-ce que lorsque vous parlez d'histoire à ces jeunes, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Comment ils perçoivent la leçon que vous leur donnez d'histoire? Je vais faire très, très court, très simple. Ils comprennent pratiquement rien. Ils ne comprennent pratiquement rien, ça ne les intéresse pas. Ah bon? La phrase qui revient, la phrase qui revient le plus, c'est de toute façon, c'était avant. À quoi ça sert? C'était avant. À quoi ça sert? À quoi ça sert de quoi? De connaître l'histoire, ça? Oui, voilà. À quoi ça sert de connaître l'histoire? C'était avant, c'est vieux, ça sert à rien. Et je précise, j'ai eu tous les niveaux, hein, du CFA jusqu'au niveau ingénieur. Hein. Donc, je vais peut-être, c'est désespérant. C'est désespérant. Je peux comprendre qu'il y ait une saignée totale au sein de l'éducation nationale aujourd'hui, avec des profs qui sont insultés, qui sont menacés parce qu'ils ont bu de l'eau pendant le ramadan, ou que sais-je, ou parce que ils se rendent compte qu'ils ont beau essayer, ils ont beau avoir le feu les premières années de leur carrière, très vite ils le perdent, parce qu'enseigner à des gens qui de toute façon n'ont absolument rien à secouer de ce que vous leur enseignez, oui. Donc, mais vous êtes jamais tombé sur des jeunes, vous n'êtes jamais tombé sur des jeunes qui vous ont dit Monsieur Consoli, je sais pas moi, ce que vous m'avez dit, ouais, ça m'a ouvert les yeux, je ne savais pas, j'apprends des choses. Non, jamais. Me dites pas si, quand même. Si, je vais pas noircir le tableau à ce point-là. Si, bien sûr, mais c'est une extrême minorité. Si, bien sûr, j'ai un gamin qui est venu me voir, monsieur, merci pour ce cours, etc. Grâce à vous, j'ai pu aller au bout, etc. Vous m'avez donné l'impression que j'étais pas si bête. Bon, mais oui, mais c'est une minorité. C'est une minorité. L'éducation nationale, dans cette logique d'inclusion, il faut inclure tout le monde. Donc, l'inclusion, il faut tirer les mauvais vers le haut et ralentir un petit peu les bons parce que précisément, il faut attendre derrière. Bon, attention qu'on ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Moi-même, honnêtement, quand j'étais plus jeune, je pouvais être considéré comme un cancre. Mais il n'empêche que, j'avais des matières dans lesquelles j'étais bon parce que ça m'intéressait. Mais, en fait, le problème, on en va toujours à ça, c'est la démocratie. C'est considérer que tout le monde, il est pareil. Tout le monde, il est beau. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour aller dans le monde manuel. Et il y a des gens qui ne sont pas faits pour aller dans les études supérieures. Et le problème, c'est que cette logique très révolutionnaire, on en revient au bouquin, cette logique très révolutionnaire, cette logique de nivellement généralisé, cette logique d'unilatéralisation, vous savez, très horizontale, qui consiste à dire mais tout le monde il est pareil, tout le monde doit avoir sa chance. Mais bien sûr tout le monde doit avoir sa chance, c'est pas le problème. Si on veut mettre les gens bien sûr tout le monde doit savoir lire, écrire, compter, etc. Et d'ailleurs, il ne faut pas non plus, s'il ne s'agit pas de noircir tout, l'école, on va dire républicaine, la Troisième République, mais qui avait un petit peu de fermeté et de poigne, si je puis dire, permettait autant à un paysan, à un ouvrier, etc., de savoir lire, écrire, compter. Oui, mais c'était les hussards. Rappelez-vous, c'était les hussards de la République qui utilisaient les méthodes de la monarchie. Eh oui. Voilà. En tout cas, qui utilisaient des méthodes qui consistaient à dire il y a une autorité, il y a une hiérarchie, et là, ça, c'est ainsi, et c'est comme ça. Mais effectivement, mais c'est pour ça que je dis que tout ça c'est touffu et ça mériterait des heures de discussion, mais si on applique à la lettre
cette logique de la démocratie, on va dire démocratie pour tous, voilà, ça c'est des formules bien bidons, ça, c'est bien bidon, ça fait très MJC, ça. Démocratie pour tous, école pour tous, nous sommes tous égaux, nous sommes tous pareils, les droits de l'homme, unilatéralisation du monde, et à partir de cette égalité fantoche, on va créer un monde meilleur. Ben non, précisément parce qu'en fait, on liquide toutes les formes de particularisme. Bien sûr. On liquide les civilisations, on liquide les particularismes régionaux, etc., etc. Et surtout, au sein de l'école, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va expliquer aux enfants. Et vous savez, vous êtes tous pareils. Hein. Vous avez tous une capacité, vous allez tous y arriver, et vous aurez tous le bac. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a le bac, mais le bac, ça vaut tripette, ça vaut plus rien. Et tout le monde va aux universités, ça vaut plus rien. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si on veut éventuellement s'en sortir, et encore, hein, je demande à voir dans quelques années. Oui, mon fils, j'ai les moyens de te payer une école de commerce, donc tu feras une école de commerce, ou éventuellement du droit, quoi, ou médecine, et encore, parce que je me demande si aujourd'hui devenir médecin c'est si rentable que ça. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à force de considérer tout le monde sous le même angle, sous le même prisme, nous sommes tous pareils, c'est bien. Donc nous avons tous des diplômes qui ne servent à rien. Donc nous sommes tous égaux, nous sommes tous des nuls. C'est ça. C'est la République, c'est quasiment du communisme pour le coup. Hein. Je vais citer encore quelques 2-3 commentaires et après on va aller vraiment sur votre livre parce que ça m'intéresse, les aventuriers de la vie. Oui. Procurez-le vous aussi comme la République contre la France. Il vous dédicacera, notre ami François-Xavier Consoli vous dédicacera ses bouquins. Bonjour messieurs, mais enfin, Mike, les étrangers ne vont pas à la grande bibliothèque, la moche. La France n'est pas une culture, elle a une culture multiple, elle est multiculturelle, car c'est un pays d'immigration. Pourquoi voulez-vous qu'un Chinois venu visiter la France aille voir une bibliothèque où il va y retrouver son histoire? Mort de rire. LOL ou mort de rire, à vous de choisir. Bon, merci. Bonjour. Le sens de la grande arche de la fraternité de la défense à l'occasion de ce bien funeste bicentenaire du chaos républicain. Mythe errant, sanglant, contaminé, c'est d'être à l'ouest, côté couchant. Bonne fin d'émission en cette agonisante République française devenue terre de mission. Et une auditrice nous dit, savez-vous que Rothschild signifie bouclier rouge, nom que les 3 frères Meyer, Bauer et Amschel avaient donné à leur échoppe ouverte à Francfort. Revenons maintenant sur les aventuriers de la vie. Les aventuriers de la vie, votre dernier ouvrage aux éditions du Verbe Haut, cher François-Xavier Consoli. Est-ce que c'est une suite à la République contre la France? Non, pas du tout. Pas du tout. Et encore. Puisque certaines petites choses, effectivement, je pense que les auditeurs et les lecteurs pourront s'y retrouver. Mais non, pour faire simple, j'avais envie de quitter un peu le monde des idées. Je vais y revenir, ça, c'est sûr. Mais j'avais envie aussi de me consacrer à des grands personnages. Voilà. Bon, oui. Pour faire simple, les aventuriers de la vie, c'est une quinzaine de portraits. Un exercice d'ailleurs journalistique que j'aime beaucoup. Bon, là évidemment c'est avec mon style, un style un petit peu brut de décrochage, un petit peu rentre dedans pour ceux qui l'auraient pas encore compris. Et c'est 15 destins, des destins d'exception, 15 destins des grands hommes qui ont décidé de dire, désolé pour le terme, mais qui ont décidé de dire merde aux conventions, qui ont décidé de dire merde à la bienséance et qui ont décidé de mener des vies absolument rocambolesques. Donc on a 15 aventuriers, 15 géants, voilà, pas forcément physiquement, mais 15 géants qui vont, chacun à leur manière, quelle que soit la latitude, vont saisir la vie au vol, vont l'emmener avec eux et vont vivre des vies complètement folles, quoi. Voilà, et 15 destins de personnages que peut-être le grand public a un peu oublié aussi. Ah oui, effectivement, oui, c'est juste, parce que, alors il y en a certains, ça dira sans doute quelque chose à vos auditeurs. Là récemment, j'en discutais avec votre camarade Raphaël, j'en discutais avec lui, on parlait de Jules Brunet. Alors, Jules Brunet, bon, c'est le fameux Dernier Samouraï. Beaucoup de gens en France connaissent le film avec Tom Cruise, mais bon, il n'empêche que cette histoire-là n'a rien d'américaine, elle est française. Jules Brunet était français, et c'est lui le Dernier Samouraï. C'est lui qui va aider en fait les samouraïs à lutter contre la modernisation du Japon au XIXe siècle.
Donc voilà, un personnage qu'on connaît qu'on connaît très peu, qu'on connaît très mal. Ça commence à venir. J'ai vu 2-3 Enfin, vidéos, Jules Brunet, commence à venir. on l'apprend pas à l'école républicaine. Hein, ça, c'est Ah une ben vérité. non, mais ça c'est pas, oui, bien sûr, c'est sûr. Bon après c'est pas, ce sont des personnes, on va dire je dirais pas que c'est de l'anecdote, mais ce sont des personnages pas forcément centraux. Mais il n'empêche que c'est des personnages intéressants dans le sens où ils nous donnent un aspect, une image de la France qui est quand même beaucoup plus intéressante, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus rayonnante que d'autres personnages dont on pourrait parler effectivement beaucoup plus fréquemment en cours d'histoire. Il y en a d'autres, évidemment. Il y a des corsaires. Il y a Jean Bart pour les Dunkerquois, qui est une espèce de torrent de la mer. Bon, lui, heureusement, il a quand même sa statue à Dunkerque, faut quand même pas exagérer. Mais il y a Surcouf, bon, qui est assez connu aussi, mais c'est des personnages qu'on connaît peu. Bon. Pour les habitants de Saint-Malo, là, ils connaissent, bien sûr, mais c'est des personnages qu'on connaît peu, et d'autres qu'on connaît absolument pas. Si je vous dis Jacques Balmat, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, ça c'est sûr qu'on ne le connaît pas. Voilà, Jacques Balmat, on ne connaît pas. Jacques Balmat, c'est le premier à avoir escaladé le Mont Blanc. Alors, une fois encore, pour un Savoyard de Chamonix, lui il va dire oui, je connais quand même Jacques Balmat. Oui, d'accord, mais est-ce que le Français moyen connaît Jacques Balmat? Non. Non, parce que, alors attention, je fais mon malin parce que je me suis intéressé au personnage. Avant, je ne le connaissais pas, mais précisément parce que qui parle de ce personnage-là? Si on tombe éventuellement sur mais pourquoi ce livre? Mais pourquoi ce livre? Est-ce que vous aviez envie de réhabiliter la forme du héros? Parce que le héros n'en a plus aujourd'hui. Hein. Et ce qu'il fallait faire. C'est très juste. Oui, c'est très juste. Effectivement, le héros, le personnage inspirant, les personnages inspirants et inspirés. Et oui, c'est des personnages qu'on n'a plus. C'est des personnages. C'est pour ça que c'est sous-titré Destin d'exception. Ce sont des personnages qui ont des destins et qui sont quelque part des héros. Alors même si ça, les auditeurs découvriront en lisant le bouquin, même si beaucoup ont fait des choses ou ont eu des parcours, on va dire, pas très catholiques, quoi. En tout cas, ils ont eu que ce soit des propos, que ce soit des actions particulières. Bon, mais il n'empêche que ce sont des hommes qui ont décidé effectivement d'incarner, même pas forcément consciemment, mais qui ont décidé d'incarner des destins. Et ce sont des personnages. Et ça, c'est quelque chose, c'est une notion à laquelle je suis très attaché, c'est la notion de personnage, vous voyez. Comme ce qu'on pourrait appeler les gueules aussi au cinéma. Vous voyez, même les seconds couteaux, les gars qui sortent de l'ordinaire. Parce qu'ils ont une gueule, parce qu'ils ont un franc-parler, ils ont une gouaille, ils ont quelque chose, personnage un peu à la Audiard, comme ça. Et ben, ce sont aussi des personnages dont je parle, ce sont aussi des personnages. Le cinéma français a eu ses gueules. Le cinéma italien aussi, tiens, par exemple, le cinéma de Sergio Leone avait ses gueules aussi. Aujourd'hui, on sent d'être très lisse, on voit des Monsieur Ninet, des gens comme ça, qui sont plutôt des jeunes éphèbes, plus que des gueules à la Lino Ventura ou ou même à la Belmondo, tiens, ou Jean Gabin. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est. On parlait de. J'aime bien faire des rebonds au long de la conversation. On parlait justement du lissage architectural. On peut considérer qu'il y a une forme de lissage physique aussi. C'est-à-dire que bon, j'ai rien contre Pierre Ninet, mais Pierre Ninet, il est un joli petit minois, quoi. Il est mignon. Mais c'est sûr que c'est pas une gueule à la Ventura. Alors on peut trouver Ventura pas aussi beau, c'est sûr. Parce que plastiquement, il sera pas aussi lisse. Belmondo a tout sauf une tronche lisse. Mais il a une gueule, il a une façon d'être, il a une gouaille, et c'est ça son charme. Donc, moi, c'est ça qui m'intéressait, effectivement. Mais justement, comment on en vient à s'intéresser à un Robert Surcouf, Corsaire, Négrier aussi, voilà, faut le dire. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à un personnage tel que lui, qu'aujourd'hui, il ne rentrerait pas dans le poétiquement correct? Ah non, pas du tout. Oui, ça c'est clair que un corsaire négrier qui a vendu des esclaves et qui a terminé, durant la deuxième partie de sa vie, est devenu armateur et qui a toujours fait dans le commerce d'esclaves, effectivement, ça serait pas très apprécié aujourd'hui. Mais je vais être très honnête, je m'en fous. Je m'en fous puisque ce sont des hommes d'une époque donnée. Et je trouve ça
vraiment ridicule de vouloir en fait juger une époque, des hommes d'une autre époque par rapport à nos critères actuels. D'autant plus quand nos critères actuels n'ont aucun sens et sont vides, et bref, sont minables. Ce que je veux dire, c'est que un mec comme Surcouf, dès lors où on a justement un petit peu une âme un peu romantique peut-être, qu'on apprécie les belles choses, les grands destins, les épopées, bah, quand même, ces personnages-là, à 25-30 ans, leur vie est faite. Et quelle vie! Ce sont des hommes qui parcourent les mers, ce sont des hommes qui prennent d'assaut des vaisseaux anglais qui font la taille d'un immeuble et qui ont je sais plus combien, mais on va dire une trentaine d'hommes d'équipage et qui vont affronter 150, 200 mecs en face d'eux. Enfin, et ça avec le sourire, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a affaire à, c'est sans doute ma nature, mais j'ai du mal à comprendre que ça ne parle pas aux gens, vous voyez, ce genre de choses. Ces épopées, mais justement, pour parler de Surcouf, de son épopée, c'est un travail d'enquête, j'imagine. Comment justement on arrive à écrire sur lui? Comment on travaille afin de retranscrire sa vie de manière aussi précise? Bon, bah là, il y a forcément le journaliste qui arrive dans la course, puisque quand on s'intéresse à ces personnages, bon, bah, il y a beaucoup de travail de recherche, il faut lire beaucoup de choses, il faut lire des biographies, etc. Et puis surtout, il faut avoir un esprit de synthèse, si je puis dire. Parce que je ne voulais pas faire les biographies sur chaque personnage de 250 pages existent déjà. Et ça, moi, ça m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire sous la forme de chroniques radio, parce que c'est comme ça d'ailleurs que c'est né. C'était au départ des chroniques radio que j'ai retransformé, travaillé, etc. Ce qui m'intéressait, c'était de faire quelque chose de synthétique, de quelque chose de vivant, de musclé, voilà, avec un petit peu de cuisse, si je veux dire, qui donnait l'impression au lecteur que il montait dans un wagon, enfin dans une locomotive et ça avançait. Et il y a, voilà, j'aime quand faut qu'il y ait de l'action, quoi. Et ce sont des personnages d'action. Donc il faut être synthétique, il faut avoir il faut aimer aussi un certain style, parce que si on fait de la note Wikipédia, ça n'a pas d'intérêt, quoi, c'est zéro. Donc l'idée c'était ça, et c'est pour ça que à ça collaient forcément des personnages qui étaient forts, qui avançaient quoi qu'il arrive, et qui étaient des rocs que rien n'atteignait, quoi. Si on prend des personnages que j'adore comme le baron Ingern se présente est un personnage parfait pour ça. Le baron fou, dieu de la guerre, général blanc qui va lutter contre les soviétiques, et qui, lui, au lieu de partir à l'ouest pour devenir chauffeur de taxi, va partir à l'est et va rencontrer le peuple mongol, va aider le Bogdokan, etc., va chevaucher dans la steppe. Voilà, c'est ça qui... Et puis il va finir tragiquement, parce que la plupart de ces mecs, de toute façon, ont un destin tragique. Mais ça ne peut que finir comme ça. Mais c'est ça qui m'intéressait. C'était vraiment retranscrire et donner au lecteur, passer au lecteur cette espèce de flamme, de la fougue, si je puis dire. Est-ce qu'en travaillant sur eux, vous les avez redécouverts? Ah oui, bien sûr. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, déjà il y a des personnages dont j'avais vaguement entendu parler, mais je connaissais rien d'eux. Surcouf, Jean Bart, typiquement, hein, c'est des personnages, on connaît vaguement des trois petites choses, mais je connaissais très peu ou très mal. Et puis il y a des personnages, Spaggiari, le braqueur gentleman de la Société Générale de Nice, oui. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ce sont des personnages sans armes ni violence, comme il disait. Sans haine, sans armes ni violence. Voilà. Ce sont des personnages qui après c'est un gars qui fait un pied de nez à la police quand même tout le long de tout le reste de sa vie, et qui arrive à se barrer en Amérique du Sud, et puis à adresser un doigt d'honneur sublime à toute la police française. Bon, voilà le côté rocambolesque. Donc ça, c'est un personnage que j'ai redécouvert aussi, et d'autres que je connaissais pas du tout, mais pas du tout. Par exemple, le colonel Dupin. Bon, le colonel Dupin, c'est un personnage superbe que j'ai découvert totalement par hasard. Dès que j'ai commencé à lire, j'ai dit lui, c'est indispensable, il faut en parler. Et j'ai fait un portrait de ce personnage-là qui est complètement fou, parce que c'est un personnage complètement fou, qui a fait toutes les guerres de Napoléon III, qui termine au Mexique en guerrilleros avec un sombrero, et qui va organiser la contre-guérilla
au moment de l'expédition française au Mexique. Et puis voilà. Et une fois encore, une gueule. Alors, on a mis justement, je remercie donc l'ami Sylvain pour le travail éditorial. On a mis des petits médaillons à chaque début de portrait pour montrer aussi la gueule de ces gars-là. Et voilà, Dupin, c'est vraiment le personnage, grosse barbe, le Havane et le sombrero, c'est des personnages qui sortent de l'ordinaire. Et c'est des personnages qui méritent des films, qui méritent des séries, qui mériteraient vraiment d'être retranscrits, en tout cas cinématographiquement aujourd'hui. Quel était votre coup de cœur? Tiens, parce que j'imagine que en lisant le livre, on voit quand même qu'il y a un ou deux personnages que vous préférez plus que les autres. Bon, bah alors dans ce cas, on va voir si vous avez compris lesquels. Mais alors moi, évidemment, il y en a un, j'en parlais tout à l'heure. Lui, c'est fabuleux. C'est le baron Ungern. Oui, voilà. C'est un personnage inspirant. Et je pense Surcouf aussi. Je pense un peu Surcouf. Ouais, Surcouf aussi. C'est vrai, Surcouf, j'aime beaucoup Surcouf. C'est le côté ogre, même à la fin de sa vie, où pourtant lui, un des rares à mourir dans son lit d'ailleurs, mais un obèse de la vie. À la fin, il est obèse, c'est ça qui est drôle. Mais je trouve qu'effectivement, ces personnages-là sont complètement fous. Donc oui, Surcouf, le baron Ungern, qui lui, je rêverais, voilà, ça c'est une petite confidence, mais ça c'est un de mes rêves, je rêverais d'adapter la vie de ce mec au cinéma. La vie du baron au cinéma ou en série, ça mériterait. C'est tellement mieux d'avoir. J'aimerais tellement adapter ça au cinéma. Mais je veux dire, qu'un film sur un migrant qui arrive. En lisant votre livre, ça m'a fait revenir vers mes jeunes années où nous avions ces films d'aventure qui n'existent plus, que Hollywood pour le coup savait produire. Il faut quand même leur rendre justice là-dessus, type Indiana Jones, etc. Et où ça avait l'air vrai à l'époque, parce qu'à l'époque il n'y avait pas le numérique et toutes ces choses. On a l'impression de sortir de ce coin urbain et tout dans lequel on est piégé, si je puis dire, et on sort dans une forme d'aventure à l'autre bout du monde, voir des peuples peut-être qu'on n'a jamais vus, des cultures qu'on n'a jamais connues. Moi j'ai eu ce sentiment-là en vous lisant, et on a vécu cette vie d'aventurier à travers ces personnages. Oui, c'est vrai. Bah oui, vous parliez des aventures d'Indiana Jones. Bon, bah Indiana Jones, tous les gamins de mon âge et même ceux d'avant n'ont pu être qu'inspirés par ce mec qui effectivement est un personnage d'aventure absolument incroyable. Est-ce que vous savez qui a inspiré Indiana Jones? Alors, il y en a plusieurs, mais dites-moi vos références. Alors, moi, j'ai appris que Indiana Jones a été inspiré, enfin Spielberg s'est inspiré de L'Homme de Rio de Jean-Paul Belmondo. Exactement. Alors, il y a Tintin. Oui, Tintin. D'ailleurs, c'est un lien avec le livre, parce que dans le bouquin, je parle d'un personnage qui était Robert Sexay. Ouais. J'en dis pas plus. Vous verrez. Bien sûr. Il y a un lien. Donc, il y a Tintin. Et effectivement, on parlait de Belmondo. Bah oui, L'Homme du Rio, les tribulations d'un Chinois en Chine. Ouais, tout ça, effectivement, ça inspire énormément des gens comme Spielberg, qui eux le reconnaissent. On parlait de l'Amérique tout à l'heure, c'est ça qui est quand même fou. On a besoin de Spielberg qui rend hommage, oui c'est Spielberg, si je dis pas de bêtises, qui rend hommage à des Belmondo ou à des Georges Méliès en faisant des films comme Hugo Cabret. En France, on ne fait même pas hommage à ces mecs-là. Ah, Méliès qui est quand même l'un des inventeurs du cinéma, et c'est français. Donc une fois encore on passe à côté quoi. On passe à côté parce que ça nous intéresse pas, parce que je sais pas, c'est pas suffisamment moderne, parce que ça plaît pas, parce que c'est trop français, parce que je ne sais pas, ça n'inspire pas la grande production et les acteurs français. Non, mais il y a une forme de haine de soi, il faut se le dire. C'est une haine de soi de ces soi-disant élites. Bon, alors j'ai une question, cher François-Xavier Consoli, auteur de l'excellentissime Les Aventuriers de la Vie, le Verbe haut. Commandez-le, il vous le dédicacera, et commandez aussi La République contre la France. Soutenez ces éditeurs comme le Verbe haut, notre ami Sylvain Durin. Le Verbe haut qui prend aussi des risques, attaqué constamment par ces antifas qui
qui sont en réalité les vrais fascistes. Alors j'ai une question. L'art populaire français n'a-t-il pas vocation aussi à honorer l'héroïsme ordinaire, l'aventure de la vie au quotidien, sans toujours laisser ce type de sujet à des écrivains ou réalisateurs bobos, pour une littérature et un cinéma français nouvellement populistes? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, c'est vrai. Hein, pareil, c'est une question qui mériterait des Par exemple, vous avez parlé de votre mère, ouais. du cinéma qui pourrait s'inspirer de la vie de votre mère, et nombre de femmes ont eu ce type de vie, non? Oui, c'est vrai. Après, je vais être honnête. Non, c'est pas. Peut-être pas sur le côté. Je vais répondre justement à deux questions. Je vais faire une pierre deux coups. Allez-y. Si on veut faire quelque chose d'un petit peu héroïque, il ne s'agit pas de faire du misérabilisme. Pour ça, on a les frères Dardenne et tout le cinéma social français qui est insupportable. Pour faire simple, la dure vie d'une assistante sociale qui reçoit un migrant et qui, touché par ce parcours de vie terrible, va tomber amoureuse de lui, etc. Bon, et je ne fais pas affront à ma mère est assistante sociale. Hein, bon, mais elle n'est pas tombée amoureuse d'un migrant. En tout cas, si on continue dans cette optique-là, à vouloir, comment dirais-je, mettre le focus sur, pas les petites gens, hein, attention, hein, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, sur une forme de misérabilisme, pour moi, on passe totalement à côté. On peut, en revanche, faire les choses et trouver une forme d'héroïsme, mais en poétisant les choses. Et ça, le cinéma français le faisait très bien dans les années 30. Vous regardez un film comme La Belle Équipe, avec Gabin, Charles Vanel, etc. Bon, c'est un film sur des petites gens qui gagnent à la loterie, si mes souvenirs sont bons, et ils décident d'ouvrir une guinguette. C'est pas de l'héroïsme, hein. On part pas sur les mers, escalader le Mont Blanc ou que sais-je. Non, c'est simplement 4 gars qui décident d'ouvrir une guinguette au bord de l'eau, quoi. Et c'est Gabin à son top niveau. Bon. Dans ça, on peut trouver une forme d'héroïsme. D'ailleurs, dans ce genre de film, il y a une beauté, il y a une simplicité, il y a une grandeur dans la simplicité de la vie. Donc, mais il y a une forme d'héroïsme aussi. Simplement, c'est poétisé. C'est poétisé. Et ça, aujourd'hui, et ça, je pense que c'est vraiment le drame de cette volonté de vouloir absolument mettre du réalisme dans tout. Mais de toute façon, le cinéma, c'est pas la réalité. Donc, on n'a pas besoin de faire du réalisme sur les choses simples de la vie. On peut héroïser les choses en faisant des choses, en prenant comme sujet des choses simples, mais en les transformant. Et non, le cinéma français aujourd'hui, non, on veut faire du réalisme, on veut être au plus proche de la réalité, donc on va faire du cinéma bourgeois. Oui, la réalité, la réalité de la vie du prolétariat selon Boulevard Saint-Germain. C'est pas non plus, faut pas. C'est pas la même chose, hein. Exactement. Il y a quand même une différence. Bien sûr. Mais bon, il faut. Bon, alors très bien, madame a totalement raison, hein, il faut aussi honorer l'héroïsme ordinaire, je suis totalement d'accord, mais de temps en temps, avoir des héros de type comme ceux de votre livre, dernier livre, Les Aventuriers de la vie, ça fait quand même du bien, et ça fait voyager ne serait-ce que dans l'esprit, je pense. Oui, c'est vrai. Et puis, ça manque. Et ça manque. Voilà, il faut se le dire. Donc, oui, il nous reste une minute. Voilà, je le rappelle, François-Xavier Consoli, Les Aventuriers de la vie, je vous le recommande, au Verbe Haut. Alors, comment on se le procure? Dites-nous. Alors, pour se procurer, rien de plus simple. Vous pouvez aller déjà, il est disponible dans toutes les librairies pour les amis parisiens, toutes les librairies que vous connaissez déjà. Les librairies Vincent, françaises, Nouvelle Librairie, etc. Voilà, librairies françaises, etc. Tout ça, c'est disponible là-bas. Duquesne. Les 2 livres, donc République contre la France et Les Aventuriers de la vie, sont dispo. Pour les autres, ça je recommande. Commandez sur Internet, c'est bien. Vous allez sur le site des éditions du Verbe Haut, vous trouverez. Au Verbe Haut, allez sur le site du Verbe Haut, ils ont besoin. Allez sur le site du Verbe Haut, mais vous pouvez aussi, et ça je le recommande, parce que si justement on veut qu'il y ait un petit peu plus de beauté dans les rayons, il faut le faire. Allez-y. Vous pouvez aller à la Fnac, vous pouvez aller au hall du livre, ou je ne sais, la procure, ou qu'importe. Vous demandez, c'est distribué,
ils l'auront. Même s'il faut le commander, ils l'auront. Donc, et plus il y aura de demande, plus il sera disponible aussi en rayon, et plus il y en a dans les rayons, mieux c'est. Bon. Merci beaucoup, cher François-Xavier Consoli. La République contre la France, les aventuriers de la vie au verbe haut. Passez un excellent week-end et à samedi prochain. Salut, ciao. Vous venez d'entendre le libre journal des controverses dirigé par Mike Borowski, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 20 avril 2024 de 10h30 à midi et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres.